Aujourd'hui, on va parler du secteur des matériaux. Vous savez, on a commencé depuis avant la publication des résultats du deuxième trimestre 2025, on a commencé à publier ici des notes d'analyse sectorielle sur nos attentes par rapport à à l'ensemble des secteurs d'activité, notamment les activités, ça concerne notamment ici majoritairement les entités nord-américaines. Après, si vous avez une entreprise ici qui a généralement des envergures, qui vend généralement ici également aux États-Unis, etc., ça pourrait également être intéressant pour elles, ok? Surtout les entreprises mondialement établies, même si elles sont européennes. Donc ici, on a parlé du secteur de l'énergie, la santé, la finance, technologie et rate. Donc c'est vraiment... En fait, j'ai parlé du secteur d'activité, mais il y a des sous-industries ou bien des sous-secteurs d'activité. Et dans les notes d'analyse ici, d'accord, dans le top premium, nous, on parle des sous-industries. Donc, chaque industrie a une particularité. Donc, ici, vraiment, c'est un ensemble de résumés par rapport aux attentes du deuxième trimestre. D'accord? Attention. Avant de commencer, j'aimerais vous demander deux choses. Premièrement, si les notes d'analyse, les analyses sectorielles, l'analyse concurrentielle ne vous intéressent pas, s'il vous plaît, désabonnez-vous. C'est important pour moi. S'il vous plaît. Désabonnez-vous. D'accord? Et on reste bons amis néanmoins. OK? Deuxième chose, pour tous ceux qui choisissent de rester, prenez un instant et abonnez-vous au club. C'est gratuit. Le lien est en description de la vidéo. Et dans le club, vous avez un accès à vie au top premium où vous allez retrouver les notes d'analyse et les analyses sectorielles. Je vous laisse aller voir ça. Donc, prenez quelques instants. Merci. Maintenant, on peut y aller. On va parler du secteur industriel, enfin pas industriel, mais le secteur des matériaux, excusez-moi. Je parle du secteur industriel parce que je l'ai déjà fait en tantôt ici, donc c'est peut-être la vidéo qui va suivre. Donc, on va parler du secteur des matériaux en 2025, où se cachent les opportunités. C'est un secteur assez vaste, dont je vais aller segment par segment ou domaine par domaine ou bien sous-secteur par sous-secteur. C'est important. Comme ça, vous pourrez savoir lesquels pourraient avoir tendance à bien performer au deuxième trimestre ou bien sur les mois à venir également ici. Et donc, sur quel secteur également il faudrait faire attention. Peut-être que ça va nous demander ici d'être assez prudent par rapport au prix d'acquisition. On va être un tout petit peu plus exigeant. On y va rapidement. Pour le deuxième trimestre 2025, les résultats du secteur des matériaux aux États-Unis seront variés. La tendance générale semble être une légère baisse. Mais ce chiffre global est trompeur. En réalité, la situation varie beaucoup d'un secteur à l'autre. Pour bien comprendre, il faut donc regarder en détail pour voir ce qui fonctionne bien et ce qui est en difficulté. Donc, où se trouvent les poches de croissance? Contre la tendance générale, certains domaines démontrent une vitalité remarquable et agissent comme de véritables locomotives pour le secteur. Premièrement, vous avez les métaux et exploitations minières. Donc, ce segment brille de tous ses feux principalement portés par l'appréciation spectaculaire des cours de l'or tout au long de l'année. Cette performance est soutenue par des hausses plus modestes, mais bien réelles, pour des métaux industriels clés comme le cuivre et l'acier. Cette conjoncture favorable se traduit directement par une amélioration notable des bénéfices des entreprises minières. Et je parle des entreprises, je vais parler du secteur minier de manière générale, mais ceux qui vont avoir tendance à en profiter, c'est majoritairement ceux qui sont dans le secteur de l'or, du cuivre et un tout petit peu de l'acier de manière générale. OK? Donc, un exemple d'entreprise ici, vous avez par exemple Newmont Corporation. Attention, le nom des entreprises ou bien les exemples que je donne ici, ça ne veut pas dire que c'est sous-évalué ou quoi que ce soit. D'accord? Ça nous permet ici, ce sont des entreprises qu'on a utilisées pour faire notre note d'analyse ici par rapport aux attentes, etc. Donc, Newmont Corporation, c'est le leader mondial de l'extraction d'or. Ses revenus et sa rentabilité sont directement corrélés au prix du métal jaune. La performance de Newmont est donc un baromètre parfait de la tendance la plus puissante du segment. Pour les métaux industriels, une entreprise comme Nucor, le plus grand sidérurgiste américain, bénéficie de la demande pour l'acier dans les projets d'infrastructures et non résidentiels. Donc, vous pouvez aller voir le prix des actions, etc. Mais ça reste des business cycliques de manière générale. Je ne vous ai pas dit que ce sont des entreprises... Enfin, encore même qu'on pourrait dire que ce sont des entreprises qualitatives dépendamment de leur segment d'activité. OK? Donc, ensuite, on passe au second secteur ici. Toujours le secteur ici sur lequel on s'attend à une certaine croissance. C'est le secteur des matériaux de construction. Ah, c'est bizarre. Matériaux de construction, alors que le résidentiel ne se passe... Le segment résidentiel est un tout petit peu en berne, notamment avec des entreprises comme D.R. Horton. Je vous laisse aller voir ça ici. Mais quand on parle de matériaux de construction. Vous avez la construction résidentielle et la construction non résidentielle. Donc, la résilience de ce secteur s'explique par une double impulsion.
D'abord, le soutien aux grands projets d'infrastructure. N'oubliez pas le Infrastructure Act. Il est encore là. OK? Donc, le soutien aux grands projets d'infrastructure et une demande soutenue pour la construction non résidentielle, avec les centres de données comme exemple notable, génère une activité considérable. Ensuite, cette effervescence permet de pallier à la léthargie qui continue de caractériser le marché de la construction résidentielle. Vous avez des entreprises ici comme Vulcan Material Company, vous avez également Martin Marietta, etc. Donc, ici, en tant que principal producteur américain de granulats de construction, dont pierre concassée, sable, gravier, Vulcan est un bénéficiaire direct des dépenses d'infrastructures, donc les routes, les ponts, et des grands chantiers non résidentiels. Donc, ces volumes de vente illustrent parfaitement la vigueur de ces marchés finaux. Bon, pour ceux qui sont en Europe, si vous avez une entreprise européenne qui vend des produits dans le domaine ici de la construction, comme Vicat, etc., ça pourrait être intéressant. OK? La demande est là. C'est surtout une demande qui n'est pas liée au résidentiel. Donc, elle est peut-être moins cyclique en date d'aujourd'hui. Troisième segment ici, troisième secteur sur lequel on s'attend à une certaine croissance, vous avez les produits chimiques de spécialité. Donc, parce que vous avez la chimie de base et la chimie de spécialité. En fait, c'est simple. Hein? La chimie de spécialité a un pricing power. La chimie de base, c'est essentiellement de la commodité. Donc, la demande pour les produits à haute valeur ajoutée ne faiblit pas. Elle est tirée par des marchés finaux très dynamiques comme le secteur aérospatial, la construction non résidentielle et les revêtements protecteurs et marins. Cette force contrebalance la morosité du secteur automobile. On anticipe une expansion des marges pour ces entreprises favorisées par une augmentation des volumes et un modèle de production local qui les met à l'abri de l'impact des tarifs douaniers. Vous avez des entités comme PPG Industries, ce leader mondial des peintures et revêtements sert une large gamme de marchés. Donc, sa forte expansion au secteur de l'aérospatial avec les revêtements pour les avions et des revêtements industriels et marins lui permet de prospérer, illustrant la stratégie gagnante de diversification vers des niches à forte demande. Donc, c'est un exemple de belle entité dans ce secteur d'activité-là. Donc, on peut mettre ici quel est le ticker symbole ici de PPG. Voilà, excusez-moi, c'est en live, je n'ai rien découpé, etc. S'il y a des coquilles, c'est pas plus grave que ça. C'est le message principal qui est important, les amis. Donc, ici, vous avez une croissance des revenus, mais ça reste un business mature de manière générale. Mais derrière ça, est-ce que c'est une entreprise qui arrive à maintenir ses marges? Première question. Les marges brutes, est-ce qu'elles sont stables, croissantes, etc. Donc, on a une certaine stabilité ici, en date d'aujourd'hui. Vous avez les net income qui sont également en croissance de manière générale, avec des free cash flow plutôt stables. D'accord? Ça reste une entreprise qui pourrait avoir tendance à bien performer de manière générale dans cette industrie-là, dans ce secteur. Mais c'est un business mature qui ne se paye pas des multiples de valorisation très élevés. Donc, faites attention. N'allez pas vous dire ici qu'on attend 20% de croissance. Non. 15 fois les bénéfices, mais déjà beaucoup ici. Donc, maintenant, on enlève la dette, etc. Combien est-ce que ça donne? Ce sont des entités qui doivent également être moins endettées. Ce n'est qu'un exemple. Je ne vous ai pas dit ici que vous devez acheter l'entreprise, etc. Non. OK? De toute façon, je vous demande de rien faire du tout. Doutez de tout. D'accord? Vous voulez faire du stock picking sérieusement, posez-vous toujours les bonnes questions. Pourquoi, comment, où? Voilà. On continue. Maintenant, quels sont les domaines confrontés à des vents contraires? À l'opposé des secteurs en croissance, plusieurs domaines importants rencontrent des difficultés et sont confrontés à un contexte de marché défavorable. Premièrement, les produits chimiques de base. Le segment des produits chimiques de base anticipe une diminution drastique de ses bénéfices. Cette situation découle de plusieurs facteurs convergents. Vous avez une surcapacité de la production mondiale qui pèse lourdement, tandis que la demande est stagnante et que les prix de vente subissent une pression constante. Donc, surcapacité de production, demande stagnante et prix de vente en constante baisse. Ironiquement, même une baisse des coûts des matières premières ne fournit qu'un soulagement temporaire, car elle conduit presque inévitablement à une réduction des prix de vente, ce qui continue d'éroder les marges. Vous voulez mon avis, c'est le secteur d'activité généralement qu'il faut même éviter. Donc, ici, faut toujours, normaliser. Deux, ici, il est préférable de les acheter à un prix qui se rapproche des actifs tangibles net par action. Vous avez des Dow Inc. par exemple. Je ne m'amuserai pas à aller chercher cette compagnie-là. De temps en temps, elle peut faire beaucoup d'argent, mais la majeure partie du temps, elle va avoir juste tendance à se maintenir. OK? En tant que géant des produits chimiques de base, plastique, polyéthylène, Dow est très exposé à la conjoncture industrielle mondiale. Ces résultats sont un reflet direct des déséquilibres entre l'offre et la demande, ce qui est en fait un cas d'école pour les pressions actuelles subies par le secteur. Donc, si vous voulez à peu près avoir une idée générale de comment analyser une entreprise dans ce secteur d'activité, étudiez une entreprise comme Dow Inc. D'accord?
Ensuite, vous avez les emballages en papier et plastique. C'est le secteur des emballages en papier et plastique qui devrait connaître la contraction la plus sévère. Pourquoi? 2 raisons principales expliquent cette tendance. Et j'espère ne pas avoir raison. D'accord? Donc, on ira vers... De toute façon, les publications arrivent là. Après les publications, on va faire un débriefing, d'accord? On fera peut-être une vidéo pour voir, OK, où est-ce qu'on s'est trompé? Qu'est-ce qui a eu tendance à se matérialiser? Où est-ce qu'on peut remarquer des changements en date d'aujourd'hui? OK? Donc, premièrement, des acquisitions récentes ont eu un effet dilutif. C'est-à-dire que l'augmentation du nombre d'actions en circulation a dépassé la croissance des bénéfices, réduisant ainsi le profit par action. Rappelez-vous ici que cette analyse est beaucoup tournée sur le BPA final, donc le bénéfice par action. Donc, deuxièmement, les fondamentaux du marché sont médiocres, pénalisés par une économie industrielle au ralenti et une consommation manquant de dynamisme. Vous pouvez aller vérifier avec une entreprise comme International Paper, j'ai déjà dit PEPA, je parle déjà comme... Bref, les Camerounais vont comprendre. Paper, ok? Donc, paper, bref, je ne suis pas anglophone, d'accord? Voilà, Paper, si vous voulez, International Paper, voilà, vous avez compris. Leader de l'emballage en carton ondulé, ses volumes sont un excellent indicateur de l'activité manufacturière et du transport de marchandises. Le ralentissement de ses ventes témoigne directement de la faible demande pour les biens de consommation et les produits industriels. Je vous laisse aller voir à quoi ça ressemble. Moi, ce n'est pas une entreprise qui m'intéresse. Mais, avant de terminer, on doit parler de 3 autres secteurs d'activité où je pourrais dire que ce n'est ni bon ni mauvais. On est entre les deux. Je n'aimerais pas employer un terme assez vulgaire ici, mais voilà, vous allez comprendre. Donc, et pour moi ici, il faut plutôt lire entre les lignes. Certains segments présentent des chiffres qui méritent une analyse plus fine pour ne pas tirer de conclusions hâtives. Leur performance apparente masque une réalité opérationnelle plus complexe. Premièrement, vous avez le segment des contenants. Métal, verre, plastique. Oh, ça concerne une des entreprises que tu connais en Europe, Verallia, etc. Ce sous-secteur pourrait afficher une hausse spectaculaire des bénéfices par action. Cependant, il est essentiel de noter que cette amélioration est presque entièrement due à des rachats massifs d'actions, ce qui n'est pas mauvais, surtout si le prix est bas. En réduisant le nombre d'actions en circulation, les entreprises augmentent mécaniquement le BPA, sans pour autant accroître leur vente de produits. Donc, les volumes vont peut-être rester stables, les prix stables, bénéfices stables, mais on a un BPA en croissance. D'aucuns diront ici, oh, le bénéfice par action a augmenté. On a arraché des actions. Donc, la croissance opérationnelle réelle est quasi nulle, ce qui reflète des tendances de consommation faibles. Vous avez des entreprises comme Ball Corporation, leader mondial des canettes en aluminium. Ball est connu pour ses programmes réguliers de rachat d'actions. L'entreprise est un exemple parfait de la manière dont l'ingénierie financière peut embellir le BPA, masquant des volumes de vente stables ou en faible croissance qui traduisent des tendances de consommation modestes. Vous voulez voir à quoi ça ressemble? Simple. On vient ici, on tape BALL, Ball Corporation. Boom, bada, boom. Donc, on prend ça, tec, 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 on découpe et revenu en croissance. On aime ça. Marge brute, plutôt stable, ça va. Net income ici, nombre d'actions. Voilà, et on rachète massivement. J'adore, moi j'aime bien le rachat d'actions. C'est intéressant. Et au niveau de Ball, il faut mentionner une chose. Quand on regarde une entreprise, si elle est en croissance, etc., il faut toujours se poser la question, est-ce qu'on n'a pas eu une acquisition quelque part ici qui a boosté les revenus? C'est important. N'oubliez pas que la pandémie également est passée par là. Et vu que la demande était élevée pour certains produits pendant la pandémie, le revenu a augmenté. Aujourd'hui, on est juste revenu à une certaine normalisation. Vous allez voir que depuis l'acquisition en 2016, on est plutôt au niveau du même chiffre d'affaires. Ça n'a pas trop changé. Net income, de manière stable, et on a des bénéfices stables et croissants. Enfin, même pas stables et croissants, on a des bénéfices stables. Près de 500 millions par là, même après l'acquisition. Prenons le free cash flow ici, qui est presque également au même niveau, même après l'acquisition. Et donc, vous pouvez voir ici que si on regarde le volume ici de croissance en termes de bénéfices nets par action, vous allez voir que le bénéfice net par action, lui, il est en croissance. D'accord ? Tout simplement parce qu'on rachète massivement les actions. Donc, il faut faire attention. C'est un secteur d'activité sur lequel on paye également plus de 15 fois les bénéfices. Idéalement, même si vous allez arriver à la choper à un prix qui se rapproche des actifs tangibles nets par action, même si ce n'est pas une métrique qu'il faut... Enfin, faut pas vraiment... Il ne faut pas vraiment être dogmatique dessus. Très souvent, c'est presque aux alentours de 0 ici, mais ça ne dérange pas plus que ça. Donc, de préférence ici, achetez-la à 10 à 15 fois les bénéfices ici. Idéalement, 10 fois les bénéfices. On aime ça. Mais sinon, pour moi, ici, c'est une entreprise, c'est un secteur d'activité sur lequel il faut constamment faire attention. Si on prend les 10 dernières années ici sur ce genre d'entreprise, voilà, moi, je n'aurais pas payé plus de 15 fois les bénéfices ce genre d'entreprise. Mais ça, c'est moi.
vous payez ce que vous voulez. OK? Vous payez ce que vous voulez. Le marché anticipe 15 fois les bénéfices ici. Donc, on s'attend à peu près à un net income équivalent à combien de milliards l'année prochaine? On regarde ça ici. Tech. N plus 3, près d'1 milliard ici. D'où est-ce que ça va provenir? C'est la question que je me pose. Donc, les analystes prévoient un doublement du chiffre d'affaires. Je ne sais pas, hein? En tout cas, faites attention. Bref, si vous voulez à peu près avoir une idée générale de comment se compose ce secteur d'activité, vous pouvez toujours lire les rapports financiers sur Ball Corporation, etc. Donc, je continue et je termine. Donc, on termine, il nous reste encore deux secteurs ici. Donc, ensuite, on passe au gaz industriel. On s'attend à une légère augmentation des bénéfices pour les gaz industriels. Si la croissance des volumes sera modeste en raison du ralentissement de l'activité industrielle mondiale, ces entreprises prouvent leur capacité à préserver leur pouvoir de fixation des prix. Elles continuent d'augmenter leurs tarifs pour compenser l'inflation de leurs propres coûts, ce qui leur permet de maintenir leur rentabilité. Donc, on ne s'inquiète pas pour les APD, les lignes PLC ou bien les Air Liquide. Ça va bien se passer. OK? Donc, ce fournisseur, par exemple, si on prend ici APD, et faites attention, APD est dans un programme de dépenses en capital intensif. Et ça depuis plusieurs années. C'est normal que les free cash flow soient aussi dégueulasses à voir. Il faut se poser la question de savoir pourquoi on dépense autant. Est-ce que c'est judicieux? Donc, il me semble qu'elle a embrassé ici le segment de l'hydrogène à bras le corps. Donc, je ne sais pas si ça va fonctionner, etc. Mais voilà, je vous laisse aller voir ça. Donc, ce fournisseur majeur de gaz industriel, oxygène, azote, hydrogène, opère souvent via des contrats à long terme qui incluent des clauses d'ajustement des prix. Cela lui permet de protéger ses marges, illustrant parfaitement la résilience du modèle économique du secteur face à l'inflation et à un ralentissement conjoncturel. Moi, j'adore ce secteur d'activité-là. Gaz industriel. OK? Et on va terminer normalement avec le secteur des engrais. Ici, on va faire attention. Parce qu'en réalité, je m'attends à un bon deuxième trimestre pour ces entreprises-là. Pourquoi? Les prévisions pour ce secteur sont particulièrement incertaines. Les bénéfices devraient rester stables, mais une forte volatilité persiste. L'évolution dépendra d'une combinaison complexe de facteurs, à savoir des clients anticipant potentiellement des achats pour contourner de nouveaux tarifs douaniers, donc des clients qui commandent en masse, même s'ils n'en ont pas vraiment besoin, des réajustements des chaînes d'approvisionnement mondiales et un contexte géopolitique instable. Ce qui veut dire ici qu'on pourrait avoir de très bons résultats, mais c'est peut-être ici une demande anticipée par rapport à la hausse des tarifs. Donc, on pourrait s'attendre à une normalisation à la fin de l'année. Bon, de toute façon, dans ce secteur d'activité, moi, j'aime toujours favoriser des entreprises qui sont, disons, qui bénéficient de l'augmentation du prix de la commodité, mais également qui ont leur propre réseau de distribution. Je pense à une entreprise comme Nutrien, par exemple. Et de toute façon, ça reste la même chose dans ce secteur des matériaux. Quand on parle ici des minières, ce sont les coûts de production qui nous intéressent. Quand on parle ici de la chimie de base ici, ce sont les coûts de production qui sont intéressants. Quand on parle ici des engrais, tout ce qui concerne ici des engrais ici, ce sont également les coûts de production qui nous intéressent de manière globale parce qu'elle ne contrôle pas le prix de la commodité. Donc vous allez voir une entreprise comme Nutrien par exemple. On revient à une normalisation de manière générale. Et Nutrien va avoir tendance... Moi, j'aime bien le réseau de distribution de Nutrien. Donc, c'est également une entreprise qui a ses magasins, etc. Mais elle bénéficie également du prix d'augmentation de la commodité. Je ne vous dis pas que l'entreprise est sous-évaluée. Faites attention, il faut normaliser les résultats ici. On pourrait également citer une entité comme Mosaic Company. Donc, en tant que producteur majeur de potasse et de phosphate, Mosaic est directement exposé au cycle agricole, aux politiques commerciales, à savoir les tarifs, et aux perturbations géopolitiques qui affectent l'offre et la demande mondiale d'engrais. Donc, sa situation incarne l'incertitude et la volatilité décrite pour ce segment. Donc, on a fait notre tour d'horizon. On a parlé des engrais, on a parlé de la chimie de base, on a parlé du gaz industriel, on a parlé des contenants. Maintenant, vous savez à quoi vous en tenir pour le deuxième trimestre. Je ne vous dis pas que tout ce que je dis ici, c'est la vérité. Non, doutez de tout. Vous-même, allez faire vos propres vérifications. Comment est-ce que vous allez utiliser tout ce que je mentionne ici? C'est simple. En lisant les rapports financiers, par exemple, si les emballages nous intéressent, on essaie de voir si les volumes ont redémarré. Si on a un pricing power, qu'est-ce qu'ils disent ici par rapport à l'activité industrielle? Pourquoi ça va mal, etc. C'est important. OK? De manière générale, dans cette industrie, dans le secteur des matériaux, j'aime bien, comme je l'ai mentionné tantôt, des entités dans les gaz industriels. Ça m'intéresse. Le gaz industriel, c'est intéressant parce qu'on a un pricing power. Parfois également, dans la chimie de spécialité, on a également un pricing power.
un tout petit peu, les matériaux de construction, ce n'est pas qu'on n'a pas un pricing power, mais ça reste des business cycliques. Là, on bénéficie présentement des grands projets d'infrastructure, ainsi que la dépense en capital de la construction non résidentielle ici, notamment par rapport au centre de données. C'est bien, mais ça reste un business cyclique. Les minières, ça reste la même chose, un peu comme les compagnies pétrolières. Ce qui nous intéresse avant tout, ce sont les coûts de production. Et donc, n'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez le lien dans le club. Dans ce club-là, vous avez la possibilité d'accéder au top premium, qui inclut les notes d'analyse sectorielles et les notes d'analyse sur les entreprises qui nous paraissent sous-évaluées. J'ai dit ici, alors quand je dis paraissent sous-évaluées, donc quand une entreprise m'intéresse, je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences et je fais le suivi. Par exemple, on a eu tendance à mentionner des entreprises comme Amazon, Meta, Google, quand personne n'en voulait. On a même parlé de JP Morgan à une époque. Ok. Donc, on fait le suivi tant que le scénario d'investissement de départ est toujours d'actualité. On a tendance ici à vous donner l'information. D'accord? Donc, les notes d'analyse également sectorielles viennent en complément. Et comme je l'ai dit, on a une 50aine de notes d'analyse sur une 50aine de secteurs d'activité. Donc, vous imaginez tout le travail qu'il y a derrière. Et donc, vous avez la possibilité d'y accéder à vie dans le club. Et le club est gratuit. En tout cas, il y a des conditions pour le top premium, mais je vous laisse aller voir ça ici. Donc, et pour tous ceux qui ne sont pas intéressés par notes d'analyse, analyse sectorielle, analyse concurrentielle, désabonnez-vous s'il vous plaît. OK? Donc, le secteur des matériaux, vous avez mon avis. On fera peut-être un débriefing après. Mais l'ensemble des sous-secteurs que j'ai cités tantôt, vous avez des notes d'analyse sectorielle également qui vont avec. OK? Bref, et c'est dans le top premium. On se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci et au revoir.